que j'ai reçu avec beaucoup de contentement, tous les commentaires que j'ai eus, particulièrement parce que je réalise qu'il y a de l'intérêt et la bonté qui est en nous, en fait, a envie de se manifester pour des sujets qui peut-être ne nous touchent pas de manière directe, forcément. Donc, bien sûr, ça me fera un très grand plaisir de vous documenter sur certains sujets du mieux que je peux, de démystifier, de verbaliser. Donc, ceci étant dit, je vous dis à tantôt pour le vif du sujet. Le respect des droits de l'homme est une des bases du développement et le développement est aussi une des bases du respect des droits de l'homme. Ils fonctionnent vraiment comme corollaires l'un de l'autre. De ce fait, dans un pays où les droits sont respectés, il y aura plus de chances que ce pays ou cette communauté soit développée. Et à l'opposé, lorsqu'un pays est non développé et qu'il y a un non-respect des droits de l'homme, naturellement, l'instinct de survie de l'homme l'incitera à agir pour lui-même. Du fait, il va oublier les autres. Et ainsi, il va s'installer une habitude, puis une gangrène. Sur Human Watch, que je recommande d'ailleurs, un jeune homme raconte son vécu de la mort de son père à la suite des guerres des drogues en Philippines et les conséquences que ça a eu sur sa vie. Je vous lis ce qu'il dit. J'ai arrêté d'aller à l'école parce qu'il n'y avait personne pour me supporter après que mon père soit mort. J'ai dû travailler comme collecteur de détritus pour le gouvernement et j'utilisais mon salaire pour que mes frères et sœurs et moi puissions manger 3 fois par jour. En Haïti, je connais l'histoire d'une femme qui a été violée, qui est tombée enceinte, qui a enfanté. Et naturellement, cet enfant a subi les conséquences de l'action. Elle n'a pas reçu d'amour comme les autres enfants, ne s'est pas épanouie comme les autres enfants, n'a pas eu certaines chances que d'autres enfants ont eues. Et ça, c'est seulement 2 situations parmi plusieurs où est-ce que le non-respect d'un droit peut avoir des conséquences graves à long terme. Aujourd'hui, j'aimerais faire la loupe sur le droit à l'alimentation. Un droit qui est souvent oublié, peut-être parce qu'il est trop évident ou qui constitue un problème non résolu depuis trop longtemps. Peut-être aussi parce que ceux qui en souffrent ne savent pas se défendre, ne savent pas le verbaliser. Et ceux qui le peuvent verbaliser cela pour eux ne sont pas forcément intéressés à le faire. Pour l'une ou l'autre raison, refusent peut-être de le faire. Donc, j'aimerais commencer par vous lire un résumé du livre qui m'a inspiré ma vidéo par rapport à ce sujet-là. C'est un livre de Jean Ziegler, qui est un haut commissionnaire des Nations Unies. Donc, je vous lis le passage. Tous les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim, tandis que des dizaines de millions d'autres et leurs parents avec eux souffrent de leur sous-alimentation et de cette terrible séquelles physiques et physiologiques. Et pourtant, les experts le savent bien. L'agriculture d'aujourd'hui serait en mesure de nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, soit près du double de la population mondiale. Nulle fatalité, donc, à cette destruction massive. Comment y mettre fin? Donc, l'on verra premièrement qu'est-ce que le droit à l'alimentation, qu'est-ce que la faim et la sous-alimentation ou la malnutrition. On verra les maladies découlant de la faim et quels sont nos moyens pour la combattre. Donc, le droit à l'alimentation, comme le décrit l'article 11 du Pacte international, est un droit de l'homme reconnu par le droit international qui protège le droit de chaque être humain à se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant lui-même son alimentation ou en l'achetant. Ce pacte a été signé en 1966 à l'Assemblée générale des Nations unies et c'était étonnant pour moi de voir que des pays qui souffrent de cette gangrène, de la sous-alimentation ou de la faim, ils les ont signés quand même dans les premières années qui ont suivi la signature du pacte initial. Donc, on a Haïti en 1991, on a l'Inde en 1979, on a le Ouganda en 1995 et j'en passe.
Le corps pour fonctionner a besoin d'énergie et cette énergie vient de constituants végétaux, animaux, des minéraux. Et naturellement, la constitution en calories varie selon l'âge de la personne. Qui d'entre nous a déjà eu faim et a senti de l'impuissance par rapport à la situation? Dites-vous que ce que vous avez ressenti, c'est une envie de manger par rapport à la situation d'autres personnes ou bien c'est un besoin créé par l'habitude. Un peu comme quand une personne jeûne, comme la personne mange une fois par jour, par exemple, son corps s'ajuste au manque de nourriture. Donc, demandez-vous jusqu'à quel point quelqu'un ne doit pas manger pendant une certaine période de temps de manière répétitive pour qu'elle commence à sentir son estomac se tordre, ses entrailles se déchirer, des migraines et des étourdissements horribles. Chez les enfants, c'est pire. L'agonie est plus rapide. Le corps épuise d'abord ses réserves en sucre, puis de graisse, et puis l'enfant se retrouve bien vite dans un état léthargique parce qu'il va avoir des parasites, des infections des voies respiratoires qui va lui provoquer une énorme souffrance. Bientôt, l'enfant ne pourra plus rien faire et la plupart du temps, on le retrouvera recroquevillé jusqu'à ce que lentement, la mort s'ensuive. La différence en fait entre le cas d'un adulte et d'un enfant, c'est que l'adulte peut se faire réadministrer une bonne nutrition et compenser une mauvaise situation qu'il a eue, alors que l'enfant, en deçà de 5 ans, qui est dans sa période de croissance, ne pourra plus jamais récupérer cette période-là. Donc, on va dire qu'un enfant qui a été mal nourri et qui, par exemple, à 10 ans, est adopté par une famille ou par quelque chose qui arrive, il ou elle est bien nourri, ça ne va pas réparer la situation. Donc, il y aura toujours des conséquences psychiques, physiques, qui resteront parce que dans la période essentielle de croissance de l'enfant, il ou elle n'a pas reçu la nutrition qu'il fallait pour son développement. Donc, je voudrais poursuivre avec les maladies qui découlent de la faim. Donc, parmi les maladies, il y a le kwashiorkor que peut-être dont beaucoup de personnes ont entendu parler, et il y a la cécité. Mais aujourd'hui, je voudrais particulièrement mettre la loupe sur une maladie qu'on appelle la noma. Donc, déjà, je dis, si une personne a l'esprit sensible, je vous prie de ne pas regarder les images qui vont suivre. Noma, de son origine grecque, nomein, signifie dévorer. C'est une gangrène qui se développe dans la bouche et qui ravage les tissus du visage. Sa cause première est la malnutrition. Nous avons un grand nombre de bactéries dans notre bouche et chez une personne bien nourrie et avec une certaine hygiène buccale, ces bactéries sont combattues par la défense du système immunitaire. La sous-alimentation ou la malnutrition affaiblit ces défenses immunitaires et donc cette flore s'étend et détruit les dernières défenses de la bouche. Elle commence par une simple gingivite, puis si elle n'est pas détectée à temps ou traitée à temps, une plaie se forme dans la bouche. La gingivite fait place à la nécrose. L'enfant est alors secoué par de fortes fièvres, mais il est encore temps de la traiter jusqu'à ce que par manque de moyens ou d'autres raisons, elle n'est pas traitée. Puis, dans la plupart des cas qui existent dans les pays où il y a quand même un grand taux de noma, comme le Nigeria, on ne la traitera pas parce que l'enfant sera mis à l'écart de la société. Le visage de l'enfant gonfle, puis la nécrose détruit graduellement les tissus mous. Les lèvres disparaissent, des trous béants, l'os orbital est anéanti. Le visage se déforme et l'enfant ne peut plus ouvrir la bouche à cause de la contracture des mâchoires. Il ne peut plus articuler ni parler. La mère doit alors casser les dents d'un côté pour introduire de la nourriture. Dans 80% des cas, la conséquence est la mort. Et 50% des enfants atteints meurent dans les 3 à 5 semaines qui suivent.
Ce sont des cas isolés que l'on ne retrouve pas dans tous les pays du monde, mais ça reste que les conséquences du droit à l'alimentation qui n'est pas respecté doivent être adressées. Quand un droit primaire comme le droit à l'alimentation n'est pas respecté, ça n'a pas seulement une conséquence sur le physique de la personne, mais aussi sur son mental. Donc, ceci étant dit, le nombre de personnes souffrant de la faim est passé de 963 millions pour la fin de 2008 pour 1,2 milliard de personnes en 2009. Naturellement, les conséquences du droit à l'alimentation qui ne sont pas respectées ne vont pas se résoudre du jour au lendemain. C'est là que prend sens le terme concrétisation progressive du droit à l'alimentation qui fait que naturellement, les personnes souffrant de la faim vont baisser graduellement. C'est au niveau national que doivent être prises la plupart des mesures. Les pays doivent utiliser tous leurs moyens disponibles pour réduire le taux de faim dans leur communauté, en allouant le plus de nourriture ou en faisant ce qu'il faut pour allouer le plus de nourriture au plus grand nombre de personnes et ainsi réduire le pourcentage de personnes souffrant de la faim dans la communauté. Et pour ça, il faut qu'ils s'y conforment politiquement. Il faut que ça soit choisi et il faut qu'il y ait la volonté de se conformer aux normes. Donc, je partage avec vous un commentaire qui est survenu à la fin d'une réunion de la FAO par rapport au droit à l'alimentation et comment ça serait possible de la combattre. Donc, je dis ça, ces solutions ne viennent pas de moi, mais vraiment de ces experts. Donc, je vous les cite et vous les verrez affichés sur l'écran. Non. La première, ça serait d'identifier les personnes souffrant de la faim et de la pauvreté. 2. Procéder à une évaluation détaillée. 3. Élaborer une stratégie cohérente en matière de sécurité alimentaire. 4. Attribuer les obligations et les responsabilités. 5. Créer un cadre juridique. 6. Suivre les progrès. Et 7. Garantir des mécanismes de recours. Donc, on parle aussi de la justiciabilité du droit à l'alimentation qui permet à un individu de déposer une plainte devant un tribunal ou toute autre instance indépendante concernant une violation de son droit. Donc, ça serait de formuler un recours approprié et éventuellement d'obtenir réparation. Donc, ce qui fait que tout ça, c'est très important, c'est parce que quand les lois ne sont pas appliquées, elles perdent de leur utilité. Donc, les tribunaux sont en dernier recours, les garants des droits de l'homme, et doivent avoir les moyens voulus pour tenir compte de ces droits, y compris et surtout le droit à l'alimentation. Les hommes, pour se nourrir, ont créé l'obsession du territoire et des terres. Ceci pour nourrir leur famille et contribuer à leur survie. Donc, l'appropriation de la manière de cultiver, les outils qui ont été créés ont permis tout ça plus facile et ça a amené à coopérer avec les échanges et le commerce. Donc, avant, par exemple, l'appropriation de la nourriture donnait du sens au dicton « la raison du plus fort est toujours la meilleure ». Mais aujourd'hui, la planète coule de richesses. Donc, si une partie de la population mondiale souffre de malnutrition ou de sous-alimentation, c'est à cause de l'accaparement des apports de la terre par une autre partie. Donc, cela met fin à ma vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et je continue de croire que ce n'est pas de trop d'optimisme que nous pouvons absolument, en faisant la différence dans notre communauté immédiate avec les personnes qui sont toutes à côté de nous, qu'on peut faire la différence en contribuant. Et mon but, c'est cela justement, de vous mettre cette petite graine dans le cœur, de mettre la loupe sur des situations comme ça et peut-être de vous faire comprendre que vous pouvez faire la différence. Donc voilà,
ça sera bientôt pour ma nouvelle vidéo. En attendant, pensez-y ardemment. C'est un sujet important pour vous, pour moi et pour le monde dans lequel on vit.